Bonjour, bienvenue à la présentation série webinaire de la Commission de la santé mentale du Canada sur la prévention du suicide. À noter que la présentation débutera dans 5 minutes, soit à 13 heures, heure de l'Est. Mon téléphone, ils sont là, mon téléphone. Je vais aller. Ça va comme radio. OK? Ils nous entendent via la ligne téléphonique. Je pense que oui. Parce que oui, non, nous, on est entrés quand même un peu ici, mais il y avait... Bonjour, la présentation webinaire débutera dans 2 minutes. Bonjour et bienvenue à la présentation de la webinaire de la Commission de la santé mentale du Canada sur la prévention du suicide. Le sujet du webinaire d'aujourd'hui portera sur l'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide au Québec
et portera attention à un projet novateur. Je m'appelle Samuel Brault et je suis gestionnaire de programme en prévention et promotion à la Commission de la santé mentale du Canada et c'est avec un grand plaisir que j'anime aujourd'hui la présentation. Avant de commencer, j'aimerais quand même fournir quelques précisions administratives. L'audio est fourni en mode diffusion via les haut-parleurs de votre ordinateur. Ça veut dire que vous pouvez nous entendre, mais nous ne pouvons pas vous entendre. Si vous avez des questions ou des commentaires, on vous demande donc de les taper et les soumettre à travers la boîte de questions Q&A, en bas à droite de votre écran. Notez que nous tiendrons la plupart des questions jusqu'à la fin de la présentation. Donc, comme animateur, je vais filtrer les questions et on va les soumettre aux présentatrices vers la fin de la présentation durant la période réservée à cet effet. Ce webinaire est également enregistré et l'enregistrement ainsi que la présentation seront affichés dans environ 2 semaines sur le site web de la Commission dans la section Webinaire archivé. De plus, vous pourrez télécharger la présentation dès maintenant en sélectionnant le document qui se trouve à la droite juste en haut du Q&A et en cliquant sur le bouton « Télécharger les fichiers ». À noter que nous avons aussi 2 audiences, soit une en ligne et une en personne avec les présentatrices. Donc, il y aura des questions qui seront posées à l'oral et qui seront répétées par les présentatrices afin de permettre à tous les participants de bien entendre et participer à la discussion. Donc, c'est avec un grand plaisir que je tiens à vous présenter les présentatrices pour aujourd'hui. Julie Lannes est animée par un désir de contribuer à l'amélioration des pratiques des intervenants et des gestionnaires pour le bien-être de la population. Chercheur de formation, elle a un jour ressenti le besoin de se rapprocher des milieux de pratique pour faire en sorte que les connaissances issues des recherches et de l'expérience puissent influencer les décisions et l'action. Elle occupe présentement le poste d'adjointe au directeur et gestionnaire de services de transfert de connaissances, des bibliothèques et des pratiques de pointe au CU3S de l'Estrie, Chute. Elle est également professeure associée à la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Son service a développé au fil des années une expertise et pour accompagner l'implantation des bonnes pratiques cliniques et de gestion dans l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux. C'est bien le R3S. Le ministère de la Santé et des Services sociaux sollicite cette expertise depuis plusieurs années pour piloter des projets d'envergure. Je vous présente également Mme Kim Basque, qui, après des études en psychologie et en réadaptation sociale, œuvre en politique dès le début de sa carrière. Elle s'occupe des dossiers des citoyens dans un bureau de comté. Elle a développé de nombreuses connaissances dans divers domaines sociaux tels que l'emploi, l'immigration et les prestations familiales. Et à l'Association québécoise de prévention du suicide, aujourd'hui, coordonne l'offre de formation en prévention de suicide au Québec, favorisant les partenariats et le soutien aux formateurs et leurs organisations dans leur rôle et responsabilités. Puis aussi, je voulais juste vous donner un aperçu de l'AQPS, sur l'Association québécoise en prévention du suicide, qui, elle, était fondée en 1986 et est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'œuvrer au développement de la prévention du suicide au Québec. Elle regroupe plus de 150 organismes et personnes qui souhaitent agir de façon concertée et efficace afin de prévenir le suicide. Entre autres, l'association vise à mobiliser l'opinion publique, à promouvoir des mesures qui favorisent l'émergence d'un contexte propice à la prévention du suicide, de soutenir les différents centres et favoriser la responsabilisation et la concertation des différents intervenants. Et donc, c'est avec, à votre tour, je passe la parole à vous, chère présentatrice. Bonjour à tous. C'est avec plaisir qu'on vient vous présenter ce projet d'envergure qui a su mobiliser de multiples partenaires, des partenaires de cœur, je dirais, qui étaient tous orientés à faire une différence pour le bien-être de la personne suicidaire et pour prévenir les suicides au Québec. Donc, on vous a contacté une présentation qui ne semble pas vouloir s'activer. Oui, ça va, donc, désolée.
Donc, désolé, petit problème technique au niveau de la lenteur du diaporama. Ce qu'on va poursuivre avec vous comme objectif, c'est qu'on va tenter de vous donner les réponses aux questions suivantes. Donc, on va essayer de vous présenter la démarche. Vous présenter les différentes étapes de la démarche d'implantation des bonnes pratiques cliniques et de gestion en prévention du suicide au Québec. Vous allez voir que dans les étapes de la démarche, il y a eu plusieurs stratégies mises en place pour contribuer au changement de pratique en prévention du suicide au Québec. Et parmi ces stratégies-là, il y a un atelier pour les gestionnaires et une formation pour les intervenants. Fait que ces deux stratégies-là, on va vous les expliquer davantage. Donc, comme deuxième objectif, on va essayer de vous démontrer comment l'atelier pour les gestionnaires a servi de tremplin à des collaborations fructueuses en matière de prévention du suicide au Québec. Puis, au point 3, on va vous démontrer en quoi la formation des intervenants permet de bonifier les pratiques cliniques des intervenants. Et on va terminer notre contribution en cernant un peu les retombées de cette vaste démarche d'implantation des bonnes pratiques en prévention du suicide au Québec. Si vous aurez l'occasion de poser vos questions, je vais survoler avec vous les étapes de la démarche. Par la suite, comme je vous le disais, on va faire un zoom-in sur certaines de ces étapes-là. Tout d'abord, ce qui n'apparaît pas ici dans les différentes étapes qui permettent de décrire vraiment de façon concrète comment on a implanté les bonnes pratiques cliniques et de gestion au Québec, c'est qu'en amont du déploiement de ces étapes-là, c'est la petite histoire derrière cette vaste démarche-là, qui est partie d'une demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, en fait, Marthe Hamel, qui n'est plus de ce monde, mais qui était une femme de cœur au ministère, qui a interpellé notre établissement en nous demandant, après ma barre, d'élaborer un guide de pratique pour les intervenants qui travaillent dans les portes d'entrée des centres de santé et de services sociaux du Québec. Marthe Hamel avait l'ouverture d'esprit lorsqu'on lui a suggéré de d'abord commencer par une analyse des besoins puis un portrait de la situation au Québec. Donc, elle a eu cette ouverture, ce qui nous a permis d'aller dans 7 territoires, 7 régions différentes au Québec, aux réalités vraiment variées, dans l'optique d'aller voir quel était l'état des pratiques en prévention du suicide, quel était l'état de l'accès à la formation en prévention du suicide, quel rôle était joué par les gestionnaires des établissements, quelles organisations étaient actives en prévention du suicide. Cette analyse des besoins-là a permis de mettre en lumière plusieurs choses. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez aller sur le site des publications du ministère. Vous aurez le rapport détaillé de cette analyse des besoins-là, mais de façon sommaire, ce qui ressortait principalement, c'est qu'il y avait une absence de langage commun en prévention du suicide, bien que l'Association québécoise en prévention du suicide avait élaboré une formation fort pertinente, fruit de l'expérience des centres de prévention du suicide. Il y avait un petit peu partout au Québec différents produits de formation, différents outils pour évaluer l'état de situation de la personne suicidaire. Parfois, dans un même établissement, plusieurs outils étaient utilisés. Je me souviens très bien la fois où un intervenant d'un accueil d'un centre de santé et services sociaux m'avait dit, Julie, parfois, j'achemine une demande de service à l'intervenant qui travaille à l'équipe de santé mentale en lui disant, écoute, ça urge, ce client-là, il y a un score de 7, tu dois le prendre rapidement. Puis l'intervenant de l'équipe santé mentale de dire, je ne comprends pas pourquoi je le prendrais vite. S'il y a un score de 7, c'est qu'il va très bien. Fait qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau du langage commun. Dans les multiples formations offertes au Québec, sans rien enlever à la bonne volonté des gens qui les ont élaborées, certaines d'entre elles n'étaient pas nécessairement à la fine pointe des derniers résultats de recherche en prévention du suicide qui pointaient certaines stratégies d'intervention qui sont davantage réputées efficaces pour intervenir auprès de la personne suicidaire. Donc, il y avait aussi cet enjeu-là. Et ce qu'on se rendait compte aussi, c'est que les gestionnaires, plusieurs gestionnaires, ne se sentaient pas
concernés par la prévention du suicide. Pour eux, ça reposait sur les épaules des intervenants. Ça faisait des situations particulières où parfois l'intervenant pouvait dire à son gestionnaire, tu me permets-tu, je vais accompagner cette personne suicidaire-là à l'hôpital parce qu'elle va vraiment pas bien, je dois y aller avec elle. De son gestionnaire de ne pas comprendre, de dire, je ne verrai pas pourquoi tu irais pendant que tu vas y aller. Tu ne pourras pas rencontrer nos cibles de performance au niveau du nombre d'interventions que tu vas faire dans ta journée. On voyait qu'il y avait des gestionnaires qui avaient besoin d'être sensibilisés. Et grosso modo, l'ensemble de ces besoins-là qu'on a collectés nous ont incité à dire on devrait élaborer un guide de pratique pour les intervenants qui travaillent dans les centres de santé et services sociaux. Puis on devrait élaborer aussi un guide de pratique de gestion pour les gestionnaires qui travaillent dans ces centres-là. Initialement, ces guides-là ont été élaborés pour les intervenants et les gestionnaires qui travaillent dans les centres de santé et de services sociaux parce que c'était une demande du ministère. Mais rapidement, on a bien vu qu'il y a un engouement, on en parlera tantôt, qui a été suscité par ces guides-là, puis les différentes stratégies dont on va vous parler tantôt pour que les gens s'approprient les bonnes pratiques qui sont présentes, ce qui fait qu'au final, on a contribué à outiller pas seulement les intervenants et les gestionnaires de ces organisations-là, d'autant plus que les centres de santé et de services sociaux doivent travailler en partenariat avec les organisations partenaires de leur territoire et le langage commun gagnait à s'instaurer aussi auprès de ces partenaires-là. Donc, deux guides ont été élaborés, deux guides qui se sont démarqués aussi par leur façon d'être élaborés de façon très évocatrice, de façon très claire. Les bonnes pratiques qui y sont présentes, fruits des résultats de recherche dans le domaine, mais fruits de l'expérience aussi, l'analyse des besoins, nous avait invités à aller voir un peu les bonnes pratiques cliniques et de gestion novatrices utilisées par différents intervenants et gestionnaires un petit peu partout au Québec, puis on s'est permis dans les guides de les mettre de l'avant. Donc, il y avait un aspect novateur aussi dans la façon de concevoir les guides en reconnaissant, oui, les résultats de recherche, mais aussi le savoir d'expérience et aussi de présenter l'information de façon claire, conviviale, concise, en mettant en bouche, parfois même pour les intervenants, concrètement comment cette pratique-là peut s'actualiser, tout en soulignant que le jugement clinique fait en sorte que l'intervenant va moduler la pratique en fonction du contexte de la personne qu'elle a devant lui, mais le but, c'était vraiment que ce soit le plus concret possible, arrimé aux besoins, arrimé au contexte de pratique qu'on avait documenté dans la première phase d'analyse des besoins. Donc, une fois que ces guides-là ont été élaborés, on a travaillé très fort avec particulièrement l'Association québécoise en prévention du suicide, plusieurs formateurs accrédités de certains centres de prévention du suicide, à élaborer avec eux une formation, Kim va en parler tantôt, une formation qui permettrait de favoriser l'appropriation des bonnes pratiques présentes dans le guide pour les intervenants. On a aussi, en lien avec le guide pour les gestionnaires, élaboré un atelier pour les gestionnaires. Donc, les étapes que vous voyez ici permettent de constater comment, pour chacune des régions, on a proposé ces étapes-là en disant que c'est les étapes optimales pour augmenter les chances que les gens s'approprient les pratiques. Le point de départ, l'étape 1, c'était vraiment une lettre, une communication formelle qui partait du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui était adressée à chacune des agences de santé et des services sociaux. Pour les gens des autres provinces, sachez que les agences de santé et des services sociaux, c'est comme une instance régionale qui soutient le ministère de la Santé et des services sociaux dans le déploiement de différentes orientations. Présentement, suite à la dernière réforme, elle n'existe plus, mais au moment du déploiement, on a travaillé avec les agences qui recevaient une communication du ministre pour annoncer le déploiement, ces 7 étapes-là, et qui invitait l'agence à identifier un relayeur régional qui nous donnera un coup de main pour déployer tout ça dans la région en fonction des contextes particuliers de chacune des régions.
Donc, une fois que notre relayeur régional était identifié, on travaillait fort avec lui pour organiser une rencontre de démarrage régional qui permettait de réunir autour de la table des directeurs d'organisations à vocation régionale qui sont concernés par la prévention du suicide et où se retrouvent des personnes vulnérables au suicide. Fait qu'on pouvait avoir lors de cette rencontre de démarrage régional-là, naturellement le directeur général du Centre de prévention du suicide, le directeur du centre de crise, le directeur des services de police. Donc, on pouvait être un certain nombre de directeurs. Donc, c'est une rencontre stratégique qui permettait de décrire ce qui avait été fait, puis de décrire les étapes à venir pour mobiliser ces acteurs stratégiques-là autour du déploiement de ce qu'on voulait mettre en place, particulièrement la formation pour les intervenants et l'atelier pour les gestionnaires. Donc, une fois que cette rencontre de démarrage régional stratégique a eu lieu, toujours avec le répondant, le relayeur régional, on a fait une rencontre pour préparer le déploiement de l'atelier pour les gestionnaires. On voulait déployer un atelier pour les gestionnaires dans chacun des territoires de centres de santé et services sociaux. Donc, avec le répondeur régional, on a contacté chacun de ces établissements-là pour qu'ils identifient un relayeur local, donc un gestionnaire dans le centre de santé et des services sociaux qui était pour nous aider à déployer l'atelier pour les gestionnaires. Donc, on a travaillé avec ces deux relayeurs-là pour dire qui on invite à cet atelier-là. Un atelier d'une journée, j'en parlerai tantôt de façon plus détaillée des objectifs qu'on poursuivait, mais un atelier où on voulait réunir tous les gestionnaires des organisations partenaires du Centre de santé et des services sociaux où se retrouvent des personnes vulnérables au suicide et bien naturellement les gestionnaires du Centre de santé et des services sociaux où se retrouvent des personnes vulnérables au suicide dans les services. Donc, une fois qu'on a identifié ces personnes-là, l'invitation a été lancée, l'atelier pour les gestionnaires s'est déroulé. Et j'en parlerai tantôt, mais dans les objectifs qu'on poursuivait, c'était aussi, entre autres, de sensibiliser les gestionnaires à l'importance de la formation. C'est pour ça que l'atelier pour les gestionnaires, dans un monde idéal, se déroulait avant la formation parce qu'on avait mis la table un peu, on avait sensibilisé chacun des gestionnaires à d'où vient la formation, quelle est sa plus-value, quelle est la pertinence qu'elle dure 3 jours, parce que c'est déjà d'envergure. Je vous dirais qu'on en reparlera, mais les premières fois qu'on a fait cette formation-là, puis qu'on annonçait 3 jours de formation, il y avait pas mal de résistance, mais vous verrez tantôt qu'on a fini à contaminer le Québec. Donc, la formation se déroulait par la suite auprès des intervenants qui doivent être en contact avec des personnes vulnérables au suicide. Dans chacun des territoires de centres de santé et de services sociaux, le nombre de formations varié en fonction de l'ampleur du nombre d'intervenants à former et en fonction aussi des disponibilités financières, des budgets dédiés à cette formation-là. Suite à la formation, aux étapes 6 et 7, à l'étape 6, à géométrie variable sur les territoires, mais suite à la formation, le formateur pouvait par la suite être interpellé par une organisation qui avait formé ses intervenants pour demander un suivi post-formation. Le formateur pouvait se rendre, animer une discussion de cas clinique autour d'un cas concret pour favoriser le transfert des apprentissages faits dans le cadre de la formation et pour soutenir davantage les gestionnaires qui avaient collaboré à l'atelier pour les gestionnaires, qui avaient élaboré un plan d'action dans le cadre de l'atelier pour les gestionnaires. On a créé en 2012 un grand forum où on voulait favoriser l'échange entre tous les gestionnaires du Québec, particulièrement nos relayeurs régionaux, nos relayeurs locaux, pour qu'ils puissent partager comment ça s'est déroulé dans leur milieu, les bons coups, les enjeux, et s'enrichir entre eux. À l'étape 7, on a fait parvenir à fréquences variées dans l'ensemble du réseau auprès de chacun des gestionnaires qui avaient participé
aux ateliers pour les gestionnaires, un feuillet d'information pour faire état un peu du déploiement. Où est-ce qu'on est rendu? Il y avait une carte du Québec avec le nombre d'intervenants formés dans les régions, le nombre de gestionnaires mobilisés dans le cadre des ateliers pour les gestionnaires, le rôle des différents acteurs, le rôle du relayeur régional, le rôle des relayeurs locaux, le rôle des formateurs, pour faire en sorte de créer là, un momentum provincial autour de la démarche. Et d'autres stratégies d'appropriation ont été élaborées. Kim en parlera éventuellement, mais la formation de base qu'on élaborait de 3 jours permettait de rejoindre le plus grand nombre d'intervenants. Mais par la suite, à cette étape-là, on voyait des besoins spécifiques émerger. Donc, il y a eu des adaptations de la formation, on appelait des déclinaisons, pour former des intervenants qui travaillent avec des clientèles spécifiques avec des besoins particuliers. Et je pense que c'est la même meilleure que la mienne pour changer, je ne sais pas, mon mauvais karma technologique probablement. Donc, tout ça pour vous dire que cette démarche-là mis en œuvre une approche qu'on dit globale en prévention du suicide, dans le sens où on a déployé de multiples activités et stratégies pour contribuer à outiller les acteurs et à mieux prévenir le suicide. Et à ce sujet-là, depuis plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé invite les pays à mettre en place une telle approche globale en impliquant les parties prenantes, en faisant des activités à la fois de sensibilisation, de mobilisation, des activités d'évaluation et de recherche. Donc, dans le cadre de cette vaste démarche d'implantation-là, en collaboration avec les activités de l'Association québécoise en prévention du suicide, puis en complémentarité aussi avec les activités des nombreux chercheurs actifs en prévention du suicide au Québec, on peut se dire qu'on a contribué à actualiser une approche globale en prévention du suicide au Québec. Si je fais une description un petit peu plus fine de l'atelier pour les gestionnaires, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, mais on voulait vraiment inviter les gestionnaires à développer une vision commune de la situation actuelle en prévention du suicide sur leur territoire. Donc, en amont de l'atelier, on travaillait beaucoup avec les acteurs locaux pour dégager un peu les statistiques spécifiques dans leur région, mais dans leur territoire de centres de santé et de services sociaux, ce qu'on appelle dans notre jargon, un peu dans le jargon du réseau de la santé, le réseau local de services. Donc, à partir de différentes statistiques et données produites, on essayait aussi de dégager le portrait spécifique pour qu'on puisse, à partir de ce portrait-là, vivre l'atelier pour les gestionnaires en ayant vraiment en tête ce portrait-là. Quand on a travaillé avec les acteurs pour dégager ce portrait-là, on les a sensibilisés aussi à l'importance d'utiliser les données des coronaires. Les gens sur les territoires, malheureusement, connaissaient très peu des données disponibles par les coronaires. Beaucoup utilisent les statistiques proposées par le bureau du coroner, mais peu analysent finement les rapports de coronaires qui suivent un décès par suicide. Et ces rapports-là sont fertiles en informations qui peuvent orienter l'action. Fait qu'en amont de l'atelier pour les gestionnaires, on s'est arrangé pour que certains acteurs du territoire puissent analyser ces rapports-là puis dégager un peu le portrait des personnes qui se sont suicidées sur le territoire. Donc, dans les objectifs, naturellement, on voulait stimuler le partenariat entre tous ces gestionnaires partenaires du réseau local de services, mais le but, c'était de favoriser leur appropriation des bonnes pratiques de gestion présentes dans le guide pour les gestionnaires. Et le guide expose l'ensemble des pratiques qu'un gestionnaire peut tenter de mettre en œuvre sur son territoire. Que ce soit de faciliter l'accès à des services de crise, que ce soit d'assurer l'accès au suivi étroit pour les personnes qui ont été en danger grave de passage à l'acte, que ce soit de faciliter l'accès à des interventions de postvention suite à un suicide, que ce soit de faciliter l'accès à un réseau de sentinelles,
de faciliter l'accès des proches des personnes suicidaires à des services de soutien, parce que plusieurs deviennent eux-mêmes vulnérables au suicide, que ce soit de favoriser la réduction de l'accès aux moyens de suicider, que ce soit aussi de faciliter l'accès à des projets de promotion de la santé mentale ou de faciliter aussi la continuité des services par des ententes interpartenaires. Donc, pour chacune de ces pratiques de gestion-là, l'atelier les présentait brièvement et les gestionnaires étaient invités à se dire, pour chacune de ces pratiques-là, sur notre territoire, qu'est-ce qu'on a fait de bien en lien avec cette pratique-là? Ou quel petit pas de plus on pourrait faire pour avoir davantage un continuum de services complet en prévention du suicide? À la lumière des échanges, tranquillement, au fur et à mesure que la journée avançait, on élaborait un plan d'action local et concerté où les gestionnaires choisissaient certains objectifs qu'ils souhaitaient atteindre. Sur notre territoire, on n'a pas de suivi étroit encore. Un de nos objectifs va être de mettre en place du suivi étroit pour chaque personne qui aura été en danger grave de passage à l'acte, qui quittera l'hôpital ou une autre organisation. On s'engage à mettre ça. Donc, ça pouvait être un objectif du plan d'action. Donc, et de trouver à la fin de la journée qui assurera les suites de ce plan d'action-là. C'est bien beau de mobiliser les gestionnaires autour de cette situation-là, puis d'élaborer ensemble un plan d'action, mais par la suite, qui va être responsable d'atteindre les objectifs du plan d'action? Donc, avec les gestionnaires présents, on essaie de réfléchir sur est-ce qu'il existe déjà une instance sur votre territoire qui porte la prévention du suicide? Est-ce que c'était cette instance-là qui pourrait porter les suites du plan d'action? Donc, on bouclait la journée avec cette identification-là du comité de l'instance qui pourrait porter les suites du plan d'action. À la fin de chacun des ateliers pour gestionnaires, on a invité chacun des gestionnaires à compléter un formulaire d'appréciation où on leur posait plusieurs questions, mais ici, on a décidé de mettre en lumière certains résultats qui nous apparaissaient très évocateurs au niveau des perceptions des gestionnaires au regard de l'atelier. Donc, on leur a demandé, est-ce que l'atelier a permis l'appropriation des pratiques en gestion réputées efficaces en prévention du suicide? Donc, on avait un pourcentage d'accord de 86% de personnes qui étaient plutôt en accord ou très en accord avec cette affirmation-là. On était souciés aussi de voir avec eux s'ils percevaient les retombées potentielles de cet atelier-là. Donc, on leur a posé une série de questions. Donc, je crois que cet atelier, la mise en œuvre du plan d'action contribueront à stimuler le travail en collaboration. Je crois que cet atelier, la mise en œuvre du plan d'action contribueront à une plus grande mobilisation des différents acteurs en prévention du suicide. Je crois que les stratégies que nous avons identifiées pour améliorer les services en prévention du suicide seront mises en place. Et j'anticipe que le suivi du plan d'action sera effectué. Donc, on voit bien aussi que le taux de personnes plutôt en accord et très en accord, et c'est quand même élevé. Un petit peu plus bas pour l'anticipation du suivi du plan d'action, mais quand même, c'était des résultats, somme toute, très positifs. Par la suite, on a, en 2015, donc parfois quelques années après le déroulement des ateliers, on a envoyé un sondage SurveyMonkey à l'ensemble des gestionnaires qui avaient participé aux ateliers. On a près de 2000 gestionnaires qui avaient participé à ces ateliers-là. On leur a envoyé le sondage SurveyMonkey pour leur poser des questions sur est-ce qu'il y a eu des changements sur leur territoire en lien avec ce qui avait été élaboré dans le plan d'action. Donc, les résultats sont variés. Je collabore activement à la mise en œuvre du plan d'action local élaboré lors de l'atelier pour les gestionnaires. Donc, 64% disaient oui, mais c'était normal aussi que ce ne soit pas tous les gestionnaires qui étaient impliqués dans les suites du plan d'action. J'initie des actions pour améliorer les services en prévention du suicide dans mon organisation depuis l'atelier pour les gestionnaires. Donc, on voyait que le pourcentage était intéressant. Les gens nous donnaient des actions concrètes.
c'était vraiment bien de voir que les gestionnaires voyaient enfin qu'il y avait un rôle à jouer en prévention du suicide. Et je travaille plus étroitement avec les différents acteurs de mon territoire en prévention du suicide. 63% qui affirmaient que oui. Alors ça aussi, on était très, très flattés parce qu'on souhaitait vraiment insuffler un vent de collaboration en prévention du suicide. On ne voulait pas que la prévention du suicide repose seulement sur certaines organisations, mais qu'il y ait vraiment une belle collaboration. Donc, c'est sûr que le pourcentage n'est pas parfait, mais quand même, il est quand même intéressant. Donc, si on boucle en lien avec l'atelier pour les gestionnaires, on peut dire que l'atelier a été apprécié positivement, qu'il semble avoir entraîné des retombées sur les territoires, que la durée de l'atelier d'une journée a permis d'élaborer des plans d'action locaux et concertés, que le suivi et la poursuite de la mobilisation suite à l'atelier sont essentiels pour permettre de continuer l'appropriation des bonnes pratiques puis l'atteinte des objectifs des plans d'action. Puis ça, on va y revenir tantôt. Il y a des enjeux depuis la récente réforme du réseau de la santé à ce niveau-là. Mais somme toute, cette durée-là d'une journée qui, au début de l'implantation, les gens disaient, vous ne réussirez jamais à mobiliser des gestionnaires pendant une journée autour de la prévention du suicide. Mais quand même, d'avoir réussi à mobiliser 2000 gestionnaires au Québec autour de la question pendant une journée, ça prouve que nos gestionnaires portent une préoccupation pour la prévention du suicide, puis veulent aussi se sentir impliqués comme gestionnaires à ce niveau-là. Donc voilà pour l'atelier qui précédait, dans mon idéal, la formation. Je donne la parole à Kim pour qu'elle vous parle de la formation. Oui, le travail de partenariat, mobiliser les énergies, concerter les actions dans l'ensemble du projet d'implantation des bonnes pratiques dont on vous parle sont essentiels. C'est aussi le cas pour l'élaboration de la formation et son déploiement. Il y a plusieurs acteurs incontournables qui ont, il y a quelques années, décidé d'unir leurs énergies et leurs expertises pour offrir une même formation à l'ensemble des intervenants qui travaillent auprès des personnes suicidaires et des personnes vulnérables au Québec, favorisant de la même façon un langage commun, l'utilisation d'outils cliniques communs, une approche orientée solution qui fonctionne bien avec les personnes suicidaires, qui fonctionne bien avec les hommes dont on se préoccupe beaucoup en prévention du suicide. Donc, grâce à la réunion d'intervenants, de gestionnaires provenant des organisations au cœur donc, de cette formation-là dont on vous parle, Suicide Action Montréal, qui avait élaboré la grille d'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire en collaboration avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal, le CIUS de l'Estrichus mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, et la QPS qui avait une formation accréditée qui devait être mise à jour. Ces gens-là, donc, ont décidé d'unir leurs forces et de proposer la formation intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques, qui est déployée, donc, concrètement depuis janvier 2011 à la faveur de l'ensemble des actions dont Julie vous a parlé auprès de nos gestionnaires pour assurer un déploiement concerté, cohérent, pendant l'élaboration de la formation et pendant son déploiement. Les formateurs accrédités issus de centres de prévention du suicide au sein du comité d'experts pour l'élaboration, mais aussi en termes de déploiement partout dans les régions du Québec ou d'autres organisations qui portent la prévention du suicide dans leur région, permettent donc de développer les compétences chez nos intervenants. Les objectifs de la formation qui se retrouvent dans la structure d'intervention que nos intervenants utilisent, apprennent, essaient en termes de différentes activités pendant la formation et ensuite en transférant ces apprentissages-là dans leur milieu de travail, vont leur permettre d'accueillir la personne suicidaire et de créer l'alliance thérapeutique avec elle, de repérer la personne vulnérable au suicide, donc d'être attentif aux indices de détresse, aux groupes à risque dont on se préoccupe, d'être proactif aussi pour anticiper
sécurité et mettre en place un filet de sécurité quand on appréhende un moment critique. Vérifier, bien sûr, la présence d'idées suicidaires de façon directe et claire pour, tout au long de ces étapes-là, explorer brièvement la situation. Avant d'aller plus à fond, pour explorer les critères d'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire, qui est la grille dont je vous parlais un peu plus tôt. 7 critères d'estimation en prévention du suicide, il y a des facteurs de risque, des facteurs de protection, certains plus proximaux d'un passage à l'acte. On s'est donc intéressé à ces facteurs-là pour nous permettre d'estimer le danger d'un passage à l'acte suicidaire, mais aussi de travailler à des leviers d'intervention pour réduire, diminuer la dangerosité et faire grandir les raisons de vivre, trouver un futur qui vaut la peine, chercher et renforcer les moments d'exception. L'intervention, donc, se fait tout au long de l'exploration des critères d'estimation par le travail sur l'ambivalence et le repositionnement. La formation permet aussi d'atteindre des objectifs qui concernent le fait de convenir d'un plan d'action avec la personne avec laquelle on est en intervention, de conclure l'intervention de façon sécuritaire et bien sûr de faciliter l'accès au suivi de cette rencontre-là et aux services auxquels la personne devrait avoir accès selon l'estimation qui aura été faite. Donc, l'importance du travail de partenariat, de l'organisation des services au niveau régional prend à ce moment-là tout son sens. Cette formation-là, à la fin des 3 jours de formation, directement sur place ou quelques semaines plus tard par le biais d'un SurveyMonkey aussi, nous permet d'évaluer le niveau de satisfaction et l'utilisation des différentes compétences qui auront été développées en formation, l'utilisation donc dans le milieu de travail par la suite. Vous voyez à la lecture des différentes questions, des différents objectifs de cette évaluation-là, un taux de satisfaction très, très élevé sur les activités de formation en termes de stratégies d'enseignement qui sont favorables aux apprentissages que l'on souhaite. Donc, des études de cas, des jeux de rôle, ce sont des activités de formation qui mettent en action nos intervenants participants parce qu'on veut qu'ils développent les compétences, qu'ils essaient les parfois nouvelles techniques d'intervention qu'on leur propose avant de se retrouver en milieu de travail. Donc, les activités proactives sont appréciées malgré le fait que c'est une formation exigeante et interactive. Au niveau du transfert des apprentissages, les taux de satisfaction sont aussi très élevés. Les apprentissages pourront être appliqués dans mon travail. Les intervenants souhaitent apporter des changements dans leur pratique clinique, se sentent plus aptes à effectuer les tâches en lien avec les objectifs de la formation, ont une meilleure confiance en eux et pensent avoir l'appui de leur milieu de travail pour réutiliser ce qui a été appris. Les gestionnaires, donc, sont en soutien tout au long du transfert des apprentissages par la suite. Les intervenants ont donc modifié leur façon d'intervenir auprès de la personne suicidaire, utilisé la structure d'intervention dont les objectifs vous ont été présentés et qui représente toutes les étapes de cette structure-là, et pensent pouvoir contribuer à l'amélioration des pratiques dans leur organisation à la suite de la formation de ces intervenants-là. Cette année, nous avons souligné au cours des dernières semaines l'atteinte de 20 000 intervenants formés qui ont reçu cette formation-là de 21 heures ou l'une de ces déclinaisons. La formation a entraîné des changements de pratique chez plusieurs d'entre eux. Bien sûr, le suivi à la formation que nos formateurs proposent à la suite de la formation de 21 heures vient ancrer, consolider, accompagner le développement de compétences. Ce suivi-là peut être fait de façon ponctuelle, de façon récurrente, à court ou à moyen terme. C'est un gage de succès
pour consolider justement les acquis et les compétences qui auront été vues et développées en formation, un transfert des apprentissages plus efficace. Un engouement, donc 20 000 intervenants formés au Québec, c'est unique, c'est grâce à la contribution de tous ces acteurs-là et au leadership des gens qui, chacun dans leur réseau, chacun dans leur région, ont mis de l'avant leur expertise et ont uni leurs efforts aux expertises de partenaires aussi pour justement renforcer le filet de sécurité, améliorer l'organisation de services, faire en sorte que nos intervenants se sentent plus outillés pour repérer la personne vulnérable, pour intervenir auprès de quelqu'un de suicidaire et pour mettre en place ce que ça prend par la suite. Les formateurs accrédités dont on vous parle ont une solide expertise clinique, 1000 heures d'intervention clinique, plusieurs en prévention du suicide, ont aussi une solide expérience de formation, utilisent quotidiennement les outils qu'ils enseignent, maintiennent leur pratique clinique et vont traverser avec succès un rigoureux processus d'accompagnement, de soutien, de développement de compétences et d'acquisition de connaissances par le biais de différentes étapes, avant de pouvoir donner la formation aux intervenants qu'ils vont accompagner par la suite aussi. Pendant leur accréditation, les formateurs maintiennent leur pratique clinique, je vous l'ai dit, mais doivent aussi chaque année participer à des rencontres organisées par la QPS, mais qui mettent de l'avant des expertises diverses, qui renforcent les compétences, qui permettent aussi l'acquisition et la meilleure compréhension de certains outils cliniques qu'ils utilisent et qu'ils enseignent, mais l'appropriation de nouveaux contenus de formation qui vont être utilisés soit dans le cadre de suivi à la formation, soit pour rejoindre des clientèles spécifiques, parce qu'effectivement, au fil des ans, on a vu apparaître des besoins de milieux avec des réalités particulières importantes dont on devait tenir compte pour réfléchir aux pratiques à promouvoir et voir comment les outils et la structure d'intervention pouvaient être utilisés dans ce milieu-là pour tenir compte des particularités de la clientèle ou du milieu, par exemple le milieu carcéral québécois, pour lequel il y a une déclinaison de la formation qui a été proposée aux agents correctionnels. Par exemple, pour nos intervenants qui travaillent auprès d'une clientèle adolescente, donc spécifiquement les jeunes de 14 à 18 ans, ces intervenants-là ont pu, dans les dernières années, recevoir une formation qui tenait compte des particularités de ces adolescents-là. Il y a actuellement une formation, une déclinaison qui est en train d'être finalisée pour rejoindre nos intervenants qui travaillent avec les Inuits, qui sont souvent Inuits eux-mêmes, la réalité de ces communautés-là, la réalité géographique, la réalité culturelle, la réalité d'intervention est différente. Donc, il y a un travail de partenariat qui est actuellement fait avec la Régie régionale du Nunavik pour mieux outiller les intervenants, tout comme on l'a fait également pour rejoindre les Premières Nations du Québec avec d'autres partenaires, dont la Commission des Premières Nations. Alors, 4 déclinaisons, une formation accréditée régulière, 20 000 intervenants formés, d'importantes retombées cliniques, d'importantes retombées aussi au niveau des gestionnaires et des partenariats et de l'importance de travailler en collaboration. Donc, qui m'a bien ciblé, puis on vous en a parlé un petit peu depuis le début, là, les nombreuses retombées de la démarche, un langage commun qui s'est instauré un petit peu partout au Québec, des gestionnaires mobilisés autour de la prévention du suicide, des comités qui portent la prévention du suicide, des relayeurs régionaux et locaux mobilisés, des interventions cliniques et de gestion améliorées, des projets d'adaptation, de déclinaison de la formation un petit peu partout. Donc, puis très sommairement aussi, l'ampleur du nombre de personnes qui ont su soutenir cette démarche-là. Donc, 16 relayeurs régionaux, 94 relayeurs locaux, plus de 1000 gestionnaires qui ont participé aux ateliers des gestionnaires et Kim l'a nommé tantôt, le nombre d'intervenants formés par environ 70 formateurs accrédités.
Donc, là, à cette étape-ci, les efforts doivent se poursuivre afin d'assurer la pérennité des actions, d'autant plus dans le contexte actuel là, de la réorganisation du réseau de la santé des services sociaux depuis le 1er avril 2015, qui est venu fragiliser beaucoup cette démarche-là, étant donné que, vous le savez, il y a eu beaucoup de départs précipités à la retraite, de gestionnaires qui ont changé de chaise. Donc, puis une période aussi où le réseau a dû retrouver son point d'équilibre. Donc, les activités ont été ralenties depuis un bon bout de temps, mais depuis une bonne année, on sent que les gens reprennent le momentum du déploiement, la formation, les demandes de formation ont repris. Certains gestionnaires anciennement relayeurs ont partagé leur expertise à de nouveaux gestionnaires qui ont été identifiés. Et de notre côté, on est en discussion avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association québécoise en prévention du suicide pour voir comment il y a peut-être moyen de soutenir une autre tournée d'ateliers de gestionnaires, mais peut-être à un niveau plus régional et territorial pour refaire le point sur les plans d'action qui avaient été élaborés pour soutenir un petit peu là, une deuxième vague d'implantation. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir davantage, vous avez les hyperliens vers le bilan d'implantation qu'on vous a présenté, qui est davantage détaillé dans un rapport qu'on a produit en 2015, et les hyperliens vers les publications ministérielles des deux guides qui se retrouvent sur le site du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on voulait conclure cette présentation-là avant de vous donner la parole en remerciant vraiment là, il y a plus de 160 intervenants qui ont contribué à l'analyse des besoins, à la validation des guides au fil des premières étapes du projet, mais on veut aussi souligner la contribution extraordinaire des formateurs accrédités qui ont offert la formation plusieurs fois, puis avec leur cœur, dans un souci vraiment de faire une différence en prévention du suicide. Remercier l'ensemble des relayeurs régionaux et locaux et des directeurs des centres de prévention du suicide qui ont joué un rôle majeur aussi dans le déploiement en étant des acteurs avec un leadership fort pour mobiliser les autres partenaires autour de la prévention du suicide et aussi les gestionnaires qui ont su se mobiliser autour de la prévention du suicide. Alors, merci beaucoup et la parole est à vous pour vos questions. Merci Kim et Julie. J'avais une question qui avait été posée par webinaire. Êtes-vous prête à la prendre maintenant ou voulez-vous procéder à une question de la salle en premier? Je vais y aller avec la question des gens à distance. OK. En fait, je vais rajouter comme une sous-question, mais en gros, la question, c'est pour les personnes qui seraient intéressées à suivre la formation ou accéder à les outils. Est-ce qu'elle est encore disponible? Puis moi, la deuxième sous-question, comment pouvez-vous bénéficier maintenant du beau réseau de formateurs que vous avez déjà en place? Pourront-ils offrir des genres de sessions booster, par exemple, pour assurer la pérennité, comme vous discutiez plus tôt, par exemple? Bien sûr, on est très contente du bilan des 20 000 intervenants et plus formés, mais elle continue d'être donnée partout au Québec chaque semaine. OK. Environ 50 formateurs accrédités, toujours actifs, qui donnent plus souvent qu'autrement la formation régulière. Ces formateurs-là sont rattachés à des organisations mandataires, chacun dans leur région, chacun dans leur territoire. Bien sûr, la QPS peut vous mettre en lien, mais rassurez-vous, la formation, elle continue d'être donnée, les formateurs continuent d'être disponibles, et aussi pour accompagner les intervenants à la suite de la formation pour consolider les acquis et accompagner dans l'utilisation des outils cliniques qui sont proposés. Alors, tout donc, ça, les ateliers se sont terminés, mais la formation, elle, continue d'être déployée.
Et puis, votre recommandation pour une personne qui serait intéressée à poursuivre, la personne pourrait aller où pour trouver cette information-là sur les liens que vous avez fournis, par exemple? Ou? Sur le site de la QPS ou encore avec mon adresse courriel, ça nous permettra d'être en lien. L'adresse courriel qui apparaît sur la dernière diapositive. On va réajuster les diapos pour... OK, et voilà. Donc, pour les participants, notez les coordonnées si jamais vous voulez plus d'informations, de contacter Kim ou Julie pour plus d'informations. Ce que je ferai quand les gens nous interpelleront pour recevoir des informations sur la formation ou encore la suivre concrètement, c'est les mettre en lien avec justement l'organisation de leur région qui propose cette formation-là pour connaître les disponibilités et les modalités financières pour la recevoir. Excellent. Dans l'idée du partage et le rayonnement, votre présentation suscite de l'intérêt d'autres francophones à l'extérieur du Québec. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, des partenariats où vous pourriez faire un échange des connaissances ou autre? Et si oui, seriez-vous intéressé à être contacté, par exemple, par la participante ou le participant qui a posé cette question? Parfait. OK. Donc, à la personne qui a posé la question, je vous encourage de contacter dans la même longueur d'onde directement Kim et Julie pour explorer ces possibilités-là. Peut-être juste une petite précision à mon sujet. Depuis lundi, je ne suis plus à l'emploi du site de l'Estrichus. Là, j'ai fait un grand saut professionnel, donc je vous invite à utiliser davantage mon courriel à l'Université de Sherbrooke. C'est la deuxième adresse courriel. Merci pour cette clarification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, j'en vois une autre qui... Ah bon, les gens s'allument, c'est bien. Là, j'essaie juste de voir la question plus large, là, une seconde. Donc, l'autre question, est-ce qu'il existe un répertoire de ces différentes activités? C'est une question large, je pense. À réaliser avec le groupe d'âge. OK, donc la question était plus précise, désolé. Est-ce qu'il existe un répertoire d'activités avec d'autres groupes d'âge, en particulier la personne serait intéressée pour les jeunes adolescents âgés de 12 à 17 ans? Puis moi, j'ajouterais peut-être une question aussi pour les jeunes adultes émergents, genre qu'est-ce qui existe en termes de cette démographie? La formation s'adresse à des intervenants qui travaillent auprès d'une clientèle de 14 ans et plus parce que la grille d'estimation de la dangerosité d'un passage à l'acte suicidaire a été validée pour une clientèle de 14 ans et plus. Donc, quand on parle de la clientèle 12-17 ans pour la première question, il y a une partie de cette clientèle-là, effectivement, pour lesquelles la formation actuelle peut bien répondre. Jusqu'à maintenant, pour une clientèle âgée de 13 ans et moins, il y a certaines pistes d'intervention et de réflexion qu'on connaît, mais aucune formation concrète proposée par la QPS qui permet de s'intéresser à cette clientèle-là. En ce qui concerne les jeunes adultes, effectivement, ça peut être une clientèle tout à fait intéressante pour les intervenants qui seraient en contact avec de jeunes adultes vulnérables ou suicidaires. C'est tout à fait adéquat. En ce qui concerne la formation. Donc, la formation s'appliquerait quand même largement à la plupart des gens, mais lorsqu'on regarde plus jeune, il faudrait aller voir à d'autres outils possiblement. Et à ce moment-là, les gens pourront entrer en contact avec moi aussi. On essaiera de les accompagner dans leur réflexion et dans la réponse à ces besoins-là. Il y a une question intéressante, puis là, on saute plus dans une discussion peut-être philosophique, mais en termes de langage, est-ce que, puis là, particulièrement chez les jeunes, les adolescents et les jeunes enfants, parfois on va parler peut-être plutôt de la promotion de la vie, par exemple. Qu'est-ce qu'il y en a à propos du langage? Est-ce que c'est une facette qui est considérée dans la formation? Je vous laisse la parole. Il y a certains partenaires
partenariat dans le contexte de d'autres formations qui nous ont permis d'avoir une attention particulière au langage, aux activités qu'on propose à nos intervenants et à la manière dont le formateur qui anime peut répondre aux questions, bien accompagner ces intervenants-là pour que quand eux se retrouvent dans leur milieu de travail, ils puissent utiliser le mieux possible tout ce qu'on leur a proposé avec leur clientèle adolescente, par exemple. Alors, ce n'est pas nécessairement en termes de modification de vocabulaire dans un texte d'activité, pour donner cet exemple-là, mais oui, nos formateurs ont l'expertise et ont reçu un accompagnement pour être en mesure de bien s'adapter à nos intervenants qui travaillent avec nos jeunes, nos adolescents qui ont des vocabulaires et un langage différent parfois. Et Kim, on pourrait ajouter que quand une nouvelle déclinaison de la formation est faite, la question du langage est toujours abordée, que ce soit avec les Premières Nations ou avec les Inuits. On recommence toujours la démarche où on va voir les besoins, faire un portrait de la situation de la réalité, puis c'est là qu'on voit qu'avec cette clientèle-là ou l'autre, il y a des subtilités, des nuances à apporter dans les mots à utiliser. Donc, la question était pertinente. Là. Tout à fait, oui. On est toujours occupé pour proposer des formations, des activités qui vont, permettez-moi l'anglicisme, faire le plus de sens pour notre intervenant et la clientèle qu'il va rencontrer. Non, donc ce que je comprends, en plus de la formation telle quelle, le processus d'analyse, la détermination des besoins fait en sorte que c'est vraiment ajusté, si on veut, en fonction des besoins et la réalité culturelle aussi, donc que ce soit chez les jeunes ou dans un autre groupe, diversité culturelle, peu importe, il y a une opportunité d'ajuster en conséquence. Tout à fait. Excellent. On a encore peut-être une autre minute pour d'autres questions. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires de votre part. Hop, j'en vois un autre qui se glisse. Est-ce qu'il y aurait dans le futur, par exemple, des opportunités d'agrandir l'échelle des populations ciblées? Vous mentionnez la limite ou la contrainte, si on veut, de l'âge de 14 ans. Est-ce qu'il y aurait des plans futurs d'aller plus jeune, par exemple, de 8 à 12 ans? Là, je pense que ça va plus dans le développemental aussi, mais bref, je vous laisse la parole. L'élaboration de la grille d'estimation, cette grille-là, elle était d'abord réfléchie, validée par des validations interjuges, entre autres, pour une clientèle adulte de 18 ans et plus. Et pour chaque année d'âge plus jeune, donc les experts se sont questionnés pour se demander est-ce que parce que essentiellement la question qu'il faut se poser, c'est les critères d'estimation qui sont présentés dans la grille représentent-ils le même poids dans les facteurs de risque et les facteurs de protection qu'on va explorer dans une intervention. Donc, ces critères-là fonctionnent bien, ils sont documentés, on sait que pour une clientèle adulte, ça va. Qu'en est-il pour une clientèle de 17 ans? Le processus d'analyse et de validation s'est réalisé de la même façon qu'il l'avait été pour les adultes et la réponse du comité au moment de l'élaboration, ça a été oui, ça tient la route pour une clientèle de 17 ans. Ils ont répété le même processus pour une clientèle âgée de 16 ans avec la même conclusion et ils ont fait ça année par année jusqu'à 14 ans pour se dire oui, la grille d'estimation fonctionne bien pour une clientèle de 14 ans et plus. À partir de 13 ans, et bien sûr pour les plus jeunes aussi, toute la réflexion sur est-ce que les critères, les facteurs de risque, comment ça se place. Par exemple, la capacité à prendre soin de soi. Par exemple, la capacité de contrôle. Quelle place ça prend chez un enfant de 13 ans, de 12 ans, la compréhension de la mort, la permanence de la mort ou de ce geste suicidaire-là, qu'est-ce que ça vient changer? Et là, les conclusions du comité ont été de dire non, malheureusement, à partir de 13 ans, le développement cognitif et les facteurs de risque
autant que les facteurs de protection, sont probablement différents ou doivent être travaillés et envisagés de façon tellement différente qu'on pourrait penser que cet outil-là, non seulement ne pourrait pas être validé, mais probablement que ça nous mènerait complètement ailleurs. C'est la raison pour laquelle, donc, actuellement, toutes les formations dont on vous parle, la formation en crédité régulière et les déclinaisons, parlent d'une clientèle de 14 ans et plus. Ceci dit, il y a des réflexions, il y a des préoccupations, il y a des travaux plus locaux qui se réalisent pour répondre aux besoins des intervenants qui travaillent avec des plus jeunes. Et il y a des initiatives davantage nationales au niveau du Québec. L'AQPS participe à ces travaux-là pour en arriver à proposer un langage commun chez nos jeunes comme ce qu'on l'a souhaité pour la clientèle plus âgée. Excellent. Donc, il semble y avoir et continuera d'avoir une réflexion en profondeur, mais à l'heure actuelle, ce sont des limites qui sont placées justement en raison des réflexions et de l'analyse des données. Donc là, je constate qu'on est aussi à l'heure. En fait, on est 1 minute dépassée. Donc, merci énormément, Kim et Julie. Ça a été une présentation fantastique. J'espère la même expérience aussi pour les personnes live avec vous. On espère que vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on vous invite à répondre aux courriels que vous allez recevoir à la suite de la présentation. Vous remerciant d'avoir participé, mais vous invitant de partager votre rétroaction. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter les conférencières. Et au nom de nous tous, je vous remercie, Julie et Kim, et à vous, les participants, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée à vous tous. Merci. Au revoir.